La principale source de revenus des ménages est liée à leur travail, notamment le travail qu'ils effectuent pour le compte de leur employeur, qui en échange leur verse un salaire. À ce stade du raisonnement, les économistes vont évaluer le salaire à partir de ce que coûte le travailleur à son employeur, ce qui ne correspond pas à la somme dont disposera finalement le salarié. En effet, un certain nombre de prélèvements sociaux sont calculés à partir de ce que l'on appelle le salaire de base. Ce que perçoit finalement le salarié n'est que le salaire net, déduction faite des cotisations sociales salariales qui sont prélevées sur son salaire de base, le salaire brut. Mais l'employeur verse également, pour le compte du salarié, des cotisations sociales dites patronales, calculées elles aussi à partir du salaire brut. L'ensemble de ces cotisations sociales, salariales et patronales, constitue ce que l'on appelle un salaire différé ou salaire indirect. Elles ouvrent des droits à bénéficier de certaines prestations sociales, sous certaines conditions, en matière de maladie, vieillesse, chômage, accident du travail notamment. Dans le schéma qui va apparaître progressivement, nous allons décomposer la rémunération des salariés en exprimant les différentes valeurs en fonction du salaire brut. Ainsi, pour un salaire brut de 100, les cotisations sociales salariales se monteront à environ 20, il faudra les retrancher évidemment du salaire brut. On obtient alors le salaire net pour un montant de 80. À ce salaire net, il faut rajouter les cotisations sociales patronales pour un montant d'environ 40. Ceci n'est qu'une approximation, certaines entreprises peuvent bénéficier de réductions des cotisations sociales patronales, notamment pour l'embauche de travailleurs avec des salaires inférieurs à 1,6 fois le SMIC. Le coût salarial total se monte donc à 140, 80 de salaire net, 20 de cotisations sociales salariales et 40 de cotisations sociales patronales. Les ménages peuvent également percevoir un revenu s'ils possèdent un patrimoine. On parle également de revenus de la propriété ou de revenus du capital. Ce capital peut revêtir des formes différentes. S'il s'agit d'un bien immobilier, on peut, en le louant, obtenir un loyer. S'il s'agit d'un titre de propriété d'une entreprise, action, on percevra la partie des bénéfices de l'entreprise qui sera distribuée à ses propriétaires, les dividendes. S'il s'agit de monnaie, on pourra la déposer sur un compte rémunéré ou la prêter à l'État ou à des entreprises. On percevra alors des intérêts. S'il s'agit d'une idée, invention, œuvre de l'esprit original, on percevra alors une redevance en échange de l'autorisation du droit d'exploitation d'un brevet, c'est-à-dire une invention, ou d'un droit d'auteur, œuvre originale de l'esprit, comme par exemple l'autorisation accordée à un cinéaste d'utiliser l'histoire d'un roman que l'on aurait déjà publié pour en faire un film. Les revenus mixtes sont des revenus perçus par les entrepreneurs individuels à l'occasion de leur activité professionnelle. On les qualifie de mixtes car ils sont à la fois un revenu du travail, les entrepreneurs individuels travaillent dans leur entreprise, et un revenu du capital, les entrepreneurs individuels sont propriétaires de leur entreprise. Les bénéfices qu'ils perçoivent de leur activité ne peuvent être dissociés entre une partie liée à leur travail et une partie liée à leur capital. Les exemples les plus typiques de ces situations sont les agriculteurs exploitants, qui perçoivent des bénéfices agricoles, les artisans commerçants chefs d'entreprise, qui perçoivent des bénéfices industriels ou commerciaux, les professions libérales, médecins, pharmaciens, notaires, architectes, avocats, etc., qui eux perçoivent des honoraires. Tous les revenus évoqués précédemment sont des revenus dits d'activité, soit que les ménages participent directement à cette activité, revenu du travail et revenu mixte,
soit qu'ils y participent de manière indirecte en mettant à disposition leur capital pour produire. L'ensemble de ces revenus seront dits primaires. Dans le schéma qui va apparaître, les données sont exprimées en pourcentage du revenu primaire brut des ménages. Les revenus du travail représenteront alors, en 2013, 73,6% des revenus primaires bruts des ménages. Les revenus mixtes en représenteront quant à eux 19,2%. Enfin, les revenus du capital, 7,2%. Au total, nos revenus primaires seront donc constitués de l'addition des revenus du travail, des revenus mixtes et des revenus du capital. La rémunération des salariés qui figure dans le revenu primaire brut des ménages inclut toutes les cotisations sociales, salariales et patronales. Il va donc falloir, dans une deuxième étape, les retrancher. Vous avez dans le tableau qui apparaît ici les taux de cotisation pour un salarié dont le salaire brut est de 2 500 € mensuels dans une entreprise de plus de 20 salariés. On y distingue les différents types de cotisations et la part versée par les patrons et par les salariés. On voit immédiatement que la part versée par les salariés est évidemment plus faible que celle qui est versée par les patrons. La dernière ligne l'exprime en euros. Pour la part patronale, ça représenterait plus de 1083 €, et pour la part salariale, 553 €. Si l'on détaille ces différentes cotisations, les plus importantes sont d'abord les cotisations au titre de l'assurance maladie, qui sont surtout des cotisations versées par les employeurs. Nous avons ensuite les cotisations liées à l'assurance vieillesse. Là, le partage entre employeurs et salariés est un petit peu plus équitable. Troisième type de cotisation, les cotisations pour les allocations familiales. Seuls les patrons en versent. Nous avons également les cotisations pour l'assurance chômage. La part patronale est aussi plus importante que la part salariale. Nous pouvons distinguer également des cotisations qui ne sont versées que par les salariés. Il s'agit de la CSG, contribution sociale généralisée, et de la CRDS, contribution au remboursement de la dette sociale. Ce ne sont pas à proprement parler des cotisations sociales, ce sont des impôts qui sont versés finalement aux organismes de protection sociale et qui sont prélevés à la source des différents revenus, donc sur les revenus du travail, les salaires notamment. C'est la raison pour laquelle ils figurent sur les feuilles de paye. Enfin, on peut distinguer en bas du tableau des cotisations au titre des retraites complémentaires qui complètent l'assurance vieillesse de la sécurité sociale que l'on a vu plus haut. Au revenu primaire brut des ménages, il convient également de retrancher les impôts directs. Ils sont versés par les contribuables à l'administration fiscale et ils sont composés principalement d'impôts versés à l'État, notamment l'impôt sur le revenu, qui est un impôt progressif, c'est-à-dire que le taux d'imposition progresse avec le revenu des ménages. On peut aussi y rajouter l'impôt de solidarité sur la fortune pour les patrimoines supérieurs à 1,3 million d'euros. D'autres impôts directs sont versés aux collectivités territoriales. C'est notamment le cas de la taxe d'habitation qui est versée par un ménage occupant un logement. La taxe foncière, elle, n'est versée que par les ménages propriétaires d'un logement. Il ne faudra pas confondre les impôts directs et les impôts indirects, qui portent en fait sur la consommation des ménages.
Ils ne sont pas versés directement à l'administration fiscale. Inclus dans le prix de vente d'un bien ou d'un service, c'est au vendeur de reverser le prix de ses impôts à l'administration fiscale. La TVA, taxe sur la valeur ajoutée, est l'impôt indirect le plus important en France. Enfin, à nos revenus primaires bruts des ménages, il convient d'ajouter les prestations sociales, encore appelées revenus de transfert, qui sont versés aux ménages en monnaie ou en nature, afin de réduire la charge financière que représente la réalisation de certains risques. La maladie et les accidents du travail. On est remboursé de ses frais médicaux ou ils sont pris en charge directement par la sécurité sociale. On remplace également le salaire en cas d'arrêt de travail. La vieillesse, qui débouche sur la distribution de pensions de retraite. La maternité, la famille, qui est l'occasion de distribuer des allocations familiales. Le chômage et ses allocations chômage. Certaines personnes risquent de rencontrer des difficultés de logement, elles seront donc à ce titre aidées. Enfin, un certain nombre de minima sociaux visent à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale. C'est le cas du RSA, du minimum vieillesse ou de l'allocation handicapée par exemple. Tous les éléments que nous venons d'évoquer vont être résumés dans le schéma qui va se construire progressivement. Les données qui l'accompagnent sont exprimées en proportion du revenu primaire des ménages. Les revenus du travail représenteront donc en 2013 73,6% de ces revenus primaires, auxquels nous rajouterons les revenus mixtes, représentant 19,2% des revenus primaires, auxquels nous rajouterons également les revenus du patrimoine, 7,2% du revenu primaire. La somme de ces revenus du travail, de ces revenus mixtes et du revenu du patrimoine nous donne donc les revenus primaires bruts des ménages, desquels il convient de retrancher toutes les cotisations sociales, patronales et salariales, qui représentaient en 2013 29,3% des revenus primaires. Il faut également retrancher l'ensemble des impôts directs, qui représentaient 13,6% des revenus primaires. Et enfin, il convient de rajouter l'ensemble des prestations sociales pour 30,1% de ce revenu primaire. En partant des revenus primaires, en retranchant ses cotisations sociales et ses impôts directs et en rajoutant les prestations sociales, on obtient notre revenu disponible brut des ménages qui représentait en 2013 87,1% de leur revenu primaire.